Ouais, ok, c'est bon pour toi, c'est parti. Bienvenue à l'apérobo du mois de novembre, donc l'avant-dernier apérobo de 2025. Vous pouvez voir qu'il y a encore des petits restes de Halloween. Voilà, je vous présente Pupus. Donc voilà, donc elle est toute gentille. Voilà, elle est sage, bon, un peu proche de moi, hein, elle aime bien se dorloter à côté de moi, mais voilà, elle n'est pas embêtante, donc on vit avec, hein, voilà. Donc, bah écoutez, le dernier apérobo, comme vous avez pu voir, s'est écourté un petit peu parce que il y avait des soucis de pluie, d'inondation, etc. Donc, il a fallu écourter un peu le sujet parce que bon, je vous le cache pas, chez moi, c'était un peu le grand déluge. Mais bon, tout est revenu dans l'ordre, c'est le principal. Et ce soir, on a Ziad, donc qui est avec nous et qui va nous présenter, bah, toujours dans le thème de l'IA, comme le mois dernier, un petit truc franchement super sympa. Donc autant que le mois dernier, on était plus sur du chatbot avec des IA pour tout ce qui est partie langage. Alors ce que là, on va arriver sur un autre univers. Donc, bah, Ziad, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour à tous. Salut Ziad. Alors, explique-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais, vas-y, on Oui. est curieux. Alors, bon, déjà, Rock s'excuse. Effectivement, il a une urgence familiale aujourd'hui, ce qui fait que je suis seul à présenter. Mais donc, on est deux camarades d'école. Moi, j'ai un parcours entrepreneur, ingénieur, business, et Rock a plus la casquette IA et robotique. C'est un vrai fou de robotique. Donc, c'est Monsieur Robotique du projet. Et en fait, ça fait quelques mois qu'on explore les opportunités autour de ce projet-là. Enfin, il y a déjà une structure et on a déjà quelques petites démos qu'on peut montrer. Voilà, très content de vous en parler. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, tu représentes quelle société exactement? Alors, la boîte s'appelle Cyberus AI. Ok, ok. Bah vas-y, moi je suis chaud, Voilà. je suis curieux de savoir vraiment ce que tu fais chez toi de ton côté, justement avec l'AI, voir un petit peu comment ça fonctionne. Autant que la dernière fois c'était du verbal, mais Ouais, là je crois que toi tu es sur un autre créneau. Vas-y, ouais, voilà. dis-nous tout, dis-nous tout. Exactement. Bah, nous, en fait, on va utiliser les dernières techniques d'IA pour enseigner à un robot à faire une tâche sans devoir programmer la tâche pendant des mois, en fait. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'imitation learning. Voilà. Donc, si je voulais résumer en une phrase, c'est ça. Et ça va tout tourner autour de là. Et en fait, ce qui est génial avec l'imitation learning, c'est qu'on peut vraiment en fait, montrer au robot comment faire un geste qu'on n'était pas capable forcément de coder avant, en fait, avec des algos déterministes. Donc, on a accès en fait à des nouvelles façons de faire des gestes et ça peut potentiellement être accessible à n'importe qui aussi parce que pour enseigner au robot de faire quelque chose, il suffit de le faire toi-même et le robot arrive à apprendre de ça en fait. Donc, ça ouvre plein d'autres possibilités en fait en robotique. Ce qui veut Euh, dire en fait que ton robot, en fait, ouais. tu lui demandes juste de dire voilà, tu dois faire ça, et lui il va se débrouiller pour trouver le mouvement adéquat pour le faire. Bah, en fait, plus exactement, on lui montre le mouvement. Donc, en fait, enfin, je vais le montrer exactement. C'est assez simple à Vas-y. expliquer. Mais en gros, juste pour expliquer un peu la vision du projet, c'est de dire que l'IA a en fait apporté beaucoup de choses, tout ce qui est sur le texte, etc., avec les LLM. Mais en fait, les techniques, enfin, tout ce qui est transformers, etc., en IA, ont permis en fait aussi de développer des nouvelles classes pour la robotique. Et donc maintenant, en fait, nous, ce sur quoi on travaille chez CyberCI, c'est comment est-ce qu'un humain peut facilement enseigner à un robot comment exécuter des tâches complexes sans devoir, en fait, encore une fois, ce que je disais, développer des algos de mouvement et des algos de prise d'objets, etc. En fait, c'est ce qu'on appelle l'imitation learning. Il y a eu deux papiers de recherche qui ont été publiés en 2023. Le diffusion policy, celui que nous, on utilise avec Cyberus. Et il y a Aloha qui, en fait, est l'équipe qui est derrière la boîte qui s'appelle Physical Intelligence. Et en fait, ils viennent de lever énormément d'argent là, il y a quelques jours. Ils ont annoncé ça, une grosse levée. Donc, en fait, c'est un sujet assez chaud en robotique et c'est intéressant à voir. Donc, je vous inviterai à évidemment regarder. Ils ont fait plein de vidéos et tout. C'est extrêmement intéressant et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va, encore une fois, grâce à des algos d'IA, en fait, de diffusion ou de quelque chose similaire au LLM, en fait, le robot va apprendre tout seul à partir d'un certain nombre d'exemples. En fait, l'idée, c'est de lui montrer plusieurs fois, dans un nombre raisonnable de fois, comment faire une tâche et le robot va s'entraîner tout seul et va réussir à faire la tâche dans toutes les conditions. Euh,
Alors, attendez, il faut que ça passe à la suite. Voilà. Vas-y, vas-y. Donc, en fait, comment on fait? C'est très simple. En fait, on collecte la donnée, ensuite, on entraîne le robot en simulation et ensuite on déploie. Donc, la partie collecte de données, en fait, peut se faire soit en téléopération. Je vais vous montrer un exemple où, en fait, on a on a le bras robotique qui est répliqué en version miniature et, en fait, on bouge le bras robotique avec sa main. On fait tous les mouvements et ça fait exactement le même mouvement avec le bras qui est téléopéré. Sinon, ça peut être de la motion capture. Donc, en fait, il y a des boîtes qui commercialisent des gants avec des capteurs, etc. Ce qui permet en fait à un être humain, si vous voulez, il fait lui-même avec ses doigts, avec ses mains. Et en fait, avec les capteurs, on est capable de reconstituer le mouvement. Donc, ça peut constituer un dataset. Et plus largement, ça peut être des vidéos. En fait, on prend plusieurs vidéos de différents angles. Et en fait, on va ensuite apprendre au robot à partir, enfin, pixel par pixel, comment déployer le mouvement. Sachant qu'évidemment, le plus précis, ça reste la téléopération. Donc là, ce que je vous ai montré ici, c'est dans l'ordre du plus précis au moins précis. Donc forcément, les streams vidéo vont être moins précis, donc il va falloir beaucoup plus d'exemples pour pouvoir faire ça. Euh, Là, on est en robotique, on est sur les bras robotiques et les mouvements, mais l'imitation learning, c'est pas nouveau. En fait, les vidéos streams, si vous voulez, en imitation learning, c'est pas mal utilisé pour les véhicules autonomes. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre en regardant comment le véhicule conduit avec les vidéos, etc. Il va apprendre à conduire comme ça, vous voyez. Donc c'est un peu le même genre d'idée. Une fois qu'on a collecté la data, en fait, on fout ça, si je peux le dire, comme ça, on met ça dans des simus. Et en fait, on a les algos d'imitation learning qui s'entraînent et qui s'entraînent et qui font et qui se renforcent petit à petit. Donc, c'est quelques heures. Enfin, en gros, là, ce qu'on est en train de faire, c'est quelques dizaines d'exemples de téléopération et 12 heures d'entraînement en simulation. Donc, il faut comparer ça avec jusqu'à présent, les algos qu'on développait pour la robotique, ça prenait plusieurs mois pour développer, designer, voilà, et déployer. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ensuite, quand on déploie sur le robot, on a en fait entraîné le robot in situ dans ses conditions physiques réelles, euh, avec le bras en question qu'on a voulu entraîner. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de surprises à l'arrivée, alors que, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui sont assez familiers de ça dans l'audience, que quand on développe en fait des algos de robotique, quand on est en chambre et qu'on essaie de les déployer dans un environnement où on n'est jamais allé, bah, il y a toujours des petits problèmes, il y a toujours des choses à ajuster. Alors que là, l'idée, c'est vraiment d'entraîner sur place. Et quand on entraîne sur place, on n'a plus de problème de déployer en fait le modèle avec les à côté, quoi. Donc ça va encore plus vite, même sur cette partie-là de déploiement. Donc pour vous montrer un petit peu, donc ça c'est la partie un peu téléop. Alors là, on l'a fait dans une simu, mais c'est ce qu'on a. Donc voilà, en fait, là vous voyez, ça c'est Rock qui a reconstitué le bras robot en miniature et le téléopère. Alors là, il le téléopère dans une simu, mais ensuite, on peut aussi le téléopérer dans la vraie vie. Donc, c'est ce qu'on a Ah, fait. tu fais une opération euh, chirurgicale à distance là. c'est ce qu'on a fait ici, en fait. Ouais, on pourrait effectivement. Alors, il y a des enjeux comment dire, de De temps latence, réel, ce qui peut-être? fait que. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, attendez. J'essaie juste de. Je crois que la vidéo. Je passe juste à la step. Ça explique un peu le concept. Ce que je voulais vous montrer un peu, c'est ce qu'on a fait récemment. Donc, on s'est déplacé dans des labos de recherche à Montpellier, ou non, pardon, à Toulouse. Non, Montpellier, excusez-moi. J'ai confondu les deux. Donc, et en fait, ce qu'a fait Rock, en fait, c'est justement de téléopérer, de faire plusieurs dizaines d'exemples, euh, dans un cas particulier qui est de prendre des vêtements et enfin, de les prendre d'une pile et ensuite de les trier en fonction des deux sortes de vêtements. Et pour ceux qui sont un peu familiers de ce genre de choses, c'est deux choses hyper intéressantes pour l'industrie. C'est le bin picking, ce qu'on appelle, donc c'est le dévraquage en fait. C'est le fait qu'on on a des objets en vrac dans un bac et on va les mettre dans des bacs différents. Et en plus, on parle de matériaux souples. Et en fait, la combinaison des deux, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à faire avec des algos déterministes classiques parce que les matériaux souples sont tellement imprévisibles que c'est extrêmement difficile de tout prévoir en fait. Alors que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré au robot comment faire via la téléopération, plusieurs dizaines de fois, 12 heures de simulation,
Et là, vous voyez, le robot, il est capable d'exécuter la tâche en comprenant ce que c'est que une paire de chaussettes bleues et un bonnet marron, quoi. Je remonte juste, et en fait, on est capable ensuite, évidemment, d'accélérer le mouvement du robot, parce que intrinsèquement, les bras robotiques, on peut accélérer la vitesse, quoi, en fait. Voilà, donc ça, c'était la vitesse réelle, telle qu'on l'a téléopérée nous, et ensuite, on accélère la vitesse une fois que le modèle est bien déployé, quoi. Voilà. Donc, ce qui est assez formidable, c'est qu'en fait, c'est indépendant de la situation de base. C'est-à-dire que vous pouvez avoir n'importe quelle pile de vêtements, dans n'importe quel ordre. Le robot, il arrivera à comprendre, en fait, bah, ça, c'est une paire de chaussettes, ça, c'est le bonnet. Mais ce que je dis est en fait un peu inexact, mais je fais exprès de le dire comme ça, parce qu'en fait, le robot ne sait pas que c'est un bonnet ou une paire de chaussettes. En fait, il a juste appris à distinguer les deux, parce qu'on lui a montré comment distinguer les deux. Vous voyez, c'est ça qui est important de voir, en fait. Et donc ça a été fait grâce à ces nouveaux algos de Diffusion Policy qui ont été sortis là en 2023. Donc c'est quand même très récent. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Oh Juste oui, pour finir, t'inquiète, en fait, on t'écoute, on t'écoute. ouais. Donc ça, c'était un cas d'usage. Je pense que l'idée aujourd'hui, c'était de discuter aussi avec tout le monde, de voir si ça inspire d'autres cas d'usage, parce que nous, on est en recherche de cas d'usage justement, on a quelques discussions intéressantes, mais c'est pas forcément évident parce que c'est quand même quelque chose de très nouveau et dans des environnements où en fait tout a toujours été très processé au millimètre près. Là, on arrive avec une approche où on n'a pas besoin d'être au millimètre près. En fait, vous voyez, la pile de vêtements, elle est complètement random en fait, posée là, et on arrive quand même à faire le geste. Donc, il y a des choses intéressantes à faire. Donc, typiquement, en fait, on aimerait bien pouvoir faire des tâches où on assemble des objets ensemble. Voilà, vous pouvez imaginer mettre une vis dans un trou ou percer avec une perceuse, des choses comme ça, ou des trucs un peu plus classiques en logistique, de faire du kitting, en fait, de prendre différentes choses de différentes tailles, les mettre dans une boîte, quoi. Voilà. Voilà à peu près pour la presse. J'ai voulu faire court, du coup. Bah écoute, ouais, c'est très riche, très très riche. Petite question justement pour la partie Voilà. captation des mouvements. Alors, on a vu Oui, effectivement que tu utilisais on va dire un joystick sur plusieurs axes, on peut dire ça. Alors, au niveau de la partie imagerie justement, est-ce que tu utilises une caméra spécifique oui. ou comment ça Oui, fonctionne? j'ai oublié de le préciser, effectivement. Donc, la beauté de ce truc-là, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de grosses caméras ultra puissantes. On met des caméras Logitech des bas de gamme et en fait ça fonctionne. Il y a besoin de deux caméras quand même pour pouvoir voir un petit peu, enfin de deux angles différents. Après, évidemment, plus les angles de caméra sont fournis, plus on a des caméras bien placées, plus ce sera simple pour le modèle d'apprendre et on aura besoin de moins d'exemples à montrer. Mais en soi, on n'a pas besoin d'une caméra ultra sophistiquée parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un algo qui permet de faire depuis le pixel vers le mouvement directement, sans devoir passer plein d'autres. Voilà. Ok. Après, ça reste quand même, comme tu disais, ouais, c'est ton joystick sur plusieurs axes qui est beaucoup plus précis dans tout ça, c'est ça? Voilà, ça c'est plus précis. Avec les caméras, il faut quand même les caméras. Donc il y a les caméras plus le joystick. Après, on peut effectivement faire. On peut imaginer. Enfin, il y a des exemples comme ça justement de ces papiers de recherche qui montrent justement l'humain qui a des espèces de gants avec des pinces de robot en fait. Et il Oui, fait oui, le, il fait le geste comme ça. Ça c'est un exemple. Après, comme je dis, ça peut être du motion capture. Donc c'est des gants. On met plein de capteurs. C'est pas mal utilisé dans le cinéma par exemple. Et en fait, on peut utiliser ce genre de données-là. Mais comme je disais, plus on a des données qui s'éloignent du robot, entre guillemets, plus on va avoir de la donnée imprécise et donc il va falloir faire beaucoup plus d'exemples. Ah, vraiment intéressant, intéressant. Et du coup, sur ce type de projet-là, est-ce que ça aboutit à des fonctions spécifiques ou des demandes spécifiques justement pour l'instant Bah, c'est un pour peu la l'application? difficulté du marché, c'est Ouais, que on a encore un peu de mal à comprendre en fait si c'est quelque chose qui peut se déployer dans les industries. Sachant que ouais, dans les industries, il y a des lignes de production à haute fréquence, donc qui sont calibrées au millimètre près, c'est pas forcément le bon exemple. En fait, nous, on pourrait le déployer n'importe où, là où il y a un être humain qui fait aujourd'hui une tâche qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée et qui est pénible. Voilà, c'est là où ça a le plus grand intérêt. Ou alors, c'est plus sur un axe un peu plus B2C. C'est un peu l'axe qu'a pris Physical Intelligence, où en fait, c'est un robot qui va faire les tâches ménagères, quoi. Plier le linge,
mettre les assiettes dans la vaisselle, ce genre de choses. Mais voilà, on est un peu en train d'explorer, mais justement, s'il y a des gens qui ont des idées, moi je suis preneur. Ah, Alors ok. moi j'ai une question, Régis. Ouais. En fait, il y a longtemps que je fais de l'IA parce que moi j'ai montré à ma femme comment faire la vaisselle une fois et depuis elle l'a fait tout le temps. Bah, appelle ta femme. Je pense que là, si on va lui raconter l'histoire, je sais pas, ça va être contente là. Ouais, j'ai quelques questions éventuellement. Euh, bah c'est très intéressant comme approche. D'abord, ça tourne sur quoi? Parce que là, bon, tu parles de training, enfin l'entraîner, les IA, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut comme ressources physiques pour faire tourner tout ça? Je pose la question, c'est par rapport à la notion d'implémentation industrielle. Ouais. Ben voilà, est-ce qu'il faut, ça marche simplement sur un PC ou il faut franchement beaucoup de, tu vois, Oui, oui, bon, de calcul, de cartes, je sais pas trop quoi. bah, ça dépend effectivement jusqu'où on veut aller dans la perfection du geste. Mais en fait, là, ce qu'on a fait tourner, c'est sur des cartes graphiques de PC. Ouais, Euh, il y a quand même il y a quand même du cloud disponible, notamment chez Nvidia, qui est assez spécialisé sur ce genre de trucs. Donc, on peut faire des simus. Enfin, Nvidia, ils ont un cloud là-dessus pour ça. Mais pour l'instant, effectivement, c'est pas quelque chose qui est très gourmand en énergie. Maintenant, comment dire, Rock pourrait mieux répondre à la question que moi, évidemment. Il est plus ouais, technique que moi, mais globalement, nous, on a fait faire ça. Enfin, là, ce qu'on vous a montré, c'était avec un PC, voilà, ou un petit serveur à distance. Mais pour l'instant, c'est pas très gourmand en ressources. Mais si on voulait faire beaucoup plus précis, faire pas mal de reinforcement learning, par exemple, il faudrait un peu plus de ressources. Mais on n'est pas sur quelque chose qui est du type foundation model des LLM, où là, on a besoin de fermes entières, de serveurs qui tournent H24. C'est pas ça. ouais, d'accord, ok. Et une deuxième question, j'ai peut-être un peu raté au début, je suis désolé. Vous êtes, j'ai entendu, c'est une société, c'est ça que vous avez formé, c'est fait, vous fonctionnez Oui, comme en mode start-up un petit peu oui, ou? oui, c'est une startup encore en exploration. Donc, bon, il Ouais, y a une d'accord, structure ok, juridique, mais pour ok, l'instant, on est encore pas mal à la phase exploratoire et on est très ouvert à voir un peu les cas d'usage, justement, voir d'accord. comment on va Parce que orienter le justement, projet. c'est toujours intéressant de voir comme ça les débuts. Et, euh, et en fait, l'orientation, ce choix-là de travail, parce que là, je vois que finalement, vous avez développé une solution. Maintenant, j'ai comme l'impression que vous cherchez à savoir comment je pourrais l'exploiter un petit peu. C'est ça, non? Oui, voilà, en fait, c'est le trait typique de l'entrepreneur qui a une solution Ouais, technique super jolie, mais cherche un marché, quoi. On est ouais. exactement dans ce cas-là. D'accord, ok, ouais. Voilà, ouais, D'accord, ouais. ok. Non, non, c'est Euh, intéressant, malgré tout. Ouais, ben, après, je pense qu'en effet, il y a des milieux dans lesquels c'est peut-être des sociétés qui pourraient exploiter vos algorithmes pour pouvoir améliorer des équipements qui commercialisent, je crois. Ce serait certainement la meilleure solution, quoi. oui, il y a plusieurs Avoir stratégies, une effectivement. sorte Ouais, de ouais, service ouais. comme ça pour pouvoir perfectionner des Ouais. systèmes, quoi. Bah, si, on peut en discuter, hein. Je prends le nom et on en reparlera. Ouais, ça marche. Merci en tout cas. Merci. Alors, au niveau des questions, Ah, sinon, j'en ai une dans la salle. zut. Donc, alors, je vais lui passer le micro, il va vous dire tout ça. Merci Régis, merci Zach. Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée de combien de temps le système il doit s'entraîner pour un use case? Alors, bah, comme je disais, c'est une douzaine d'heures en fait. Une douzaine d'heures pour. Enfin, là, ce que je vous ai montré comme vidéo, ça a pris effectivement 12 heures à entraîner à partir de enfin, quelques dizaines d'exemples. Voilà. Donc, on répète la tâche quelques dizaines de fois. Après, encore une fois, plus on répète et mieux ce sera, mais il y aura plus de edge case, etc. Mais juste avec quelques dizaines de fois, ça suffit. Ensuite, 12 heures en simu et on sort les algos. Après, ce que je vous ai montré, il y a quand même quelques ajustements qui ont été faits. Il y a eu plusieurs essais, mais globalement, on reste quand même dans un ordre. Enfin, nous, l'ordre de grandeur qu'on communique, c'est quelques jours pour entre le moment où on démarre la prise de données et le moment où on déploie un modèle fini qui fait bien le boulot, c'est quelques jours.
J'avais aussi une question, alors plus par rapport au cas d'usage de tri de vêtements. Oui. Là, il y avait que 2 types de vêtements qui étaient triés, mais est-ce qu'on peut se dire qu'avec de l'entraînement, le modèle, il pourrait trier, alors que ce soit de la seconde main ou dans une usine de textile, beaucoup plus de vêtements et voire trier par matière? Oui, encore une fois, il faut réussir à l'entraîner. Donc, si on a les exemples, on est capable de l'entraîner là-dessus. Donc, il faudrait avoir les exemples. Après, on en a discuté avec un industriel. Alors, c'était pas du tri de vêtements, mais c'était du tri de produits, on va dire. On peut aussi envisager de mettre en amont une reconnaissance des objets, en fait. Il y a plein d'algos aujourd'hui super bien faits. On prend en photo l'objet, on a la référence et on est capable d'apprendre sans devoir faire le geste au robot. On est capable de lui dire au robot, bah, ça, c'est un chapeau, enfin, ça, c'est un chapeau de telle marque, ça, c'est la casquette Nike, ça, c'est machin, voilà. Et à ce moment-là, le robot devrait apprendre à reconnaître. Après, en fait, ce qui est important, c'est que c'est pas tant la reconnaissance de l'objet qui est importante ici, c'est vraiment comment le robot va agripper l'objet. C'est ça qui est assez difficile en robotique. Donc, il faut quand même un minima lui apprendre à agripper des objets un peu mous. Par exemple, une casquette, s'il n'a jamais agrippé de casquette de sa vie, ça peut être intéressant quand même de lui montrer un exemple de comment on agrippe une casquette. Après, si c'est une casquette Nike ou une casquette Adidas, il devrait arriver à faire la différence et à comprendre comment agripper une casquette. C'est pas trop différent, quoi. Ok. Et en déroulant le fil, là, c'est vraiment parce que j'ai eu l'occasion d'être intérimaire dans un centre Hachette où l'objectif c'est de faire des colis de bouquins. Enfin, il y a des lignes de commande. On met les bouquins comme on peut parce que les bouquins pour jeunesse sont pas très faciles à mettre dans les colis. Est-ce qu'on peut se dire que le robot, si on lui apprend, c'est peut-être plus facile d'ailleurs d'agripper un livre qu'une casquette sur plusieurs étages, de tout simplement préparer les commandes de colis de livres. Oui, bah, un des cas d'usage qu'on a discuté, c'était de préparation de commandes, mais ça, c'était pour du commerce alimentaire. En fait, on peut tout faire en soi, enfin, tout ce que fait un être humain, on pourrait le faire si on a suffisamment d'exemples à lui montrer et qu'on prend le temps, effectivement, de bien l'entraîner. Mais en fait, enfin, quand je dis prends le temps, c'est encore une fois quelques jours, hein, c'est pas 6 mois. Donc, en soi, oui, normalement, il est capable de le faire. Après, nous, on est vraiment sur la partie software, c'est-à-dire qu'on va être quand même dépendant du robot, enfin du bras robotique qui va exécuter la tâche. C'est-à-dire qu'il faut que le bras robotique ait la capacité de porter des livres d'un certain poids, d'une certaine taille. Il faut que le grippeur soit fait pour pouvoir prendre des livres. Donc oui, on va dépendre de ce que le client va choisir comme robot aussi. Il faut qu'il prenne un robot qui puisse tenir la route, quoi. Et après, nous, ce qu'on fait encore une fois, c'est juste déployer un geste de façon beaucoup plus rapide et simple et intuitive que n'importe qui peut déployer sans avoir fait 10 ans de doctorat en robotique, quoi. Ok. Ouais. Alors Ziad, oui, effectivement, j'ai quelqu'un à côté de moi d'ailleurs qui cherchait sur son téléphone, mais effectivement dans le dernier bar avant la fin du monde, on est situé au sous-sol et il n'y a pas tellement d'internet qui marche. Mais en fait, il avait quelque chose d'assez pertinent pour toi justement qui pourrait peut-être t'orienter. On va voir. Donc Ok. Attends, je lui passe le micro, il va te dire. Hello. Bon, une modeste contribution, mais j'ai travaillé un petit peu dans l'industrie en méthode test. Donc, je concevais les bandes test pour la production. J'ai travaillé avec une entreprise dont je cherche toujours le nom, qui se situe à Rennes et qui nous faisait toute la machinerie spéciale. Nous, c'était pour aller prendre une carte électronique et puis aller connecter à plusieurs endroits ou faire des pointes de test. Donc, il y avait des mouvements un peu particuliers, assez sensibles. Et ce même fournisseur avait produit pour un grand constructeur de sacs de luxe une machine à retourner les sacs. Puisqu'en fait, les couturières avaient besoin de retourner les sacs souvent pour la couture et pour limiter l'opération manuelle. C'était un geste et je le vois particulièrement dans
dans un apprentissage aussi qui serait digne un peu du modèle. Donc en fait peut-être se rapprocher de ces fournisseurs de machines spéciales qui pourraient avoir ça comme une brique dans leur offre. Ils auront toujours autour à construire des contraintes de compatibilité électromagnétique, de matériaux, de choses comme ça. Mais ça peut être une brique, effectivement. Je vais rechercher le nom et j'essaierai de le faire suivre. Je suis très, très chaud pour avoir le nom, effectivement. C'est le genre de cas où, en fait, voilà, c'est pour éviter à un humain de faire un geste répétitif qui a pas de valeur ajoutée, de pouvoir faire ça de façon beaucoup plus simple et scalable que de déployer des grosses machines, quoi. Ah bah carrément. Puis même dans la foule là, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est à distance, qui est du côté du Schnorr, n'est-ce pas Eric? Il faut savoir, Eric est un grand amateur, même professionnel au niveau des bras robotisés type Fanuc et autres. Toi, comment tu pourrais projeter justement cette solution-là par rapport à les bras robotisés, Eric? Ah, on a perdu Eric. Ah, il est là, mais il est plus là. Ah, quel dommage. Mais bon, il va revenir. Ah, il est parti prendre un picon-bière. Ah, bah voilà, ouais, il est au picon de bière, voilà, désolé. Ouais, c'est l'apérobo ce soir, donc voilà. C'est le pit stop, c'est pour ça. Donc à savoir, Eric, effectivement, est formateur sur les machines industrielles type bras robotisés. Il sait parfaitement les manipuler, il connaît cet univers-là. On l'a rencontré plusieurs fois à un salon dans le nord du côté d'Orchy, justement, où il nous a fait quelques démos justement de bras robotisés qui faisaient du piano et autres d'ailleurs. Et justement, après, c'est juste une association d'idées, en fait, Ziad, par rapport à ce que tu fais toi. C'est vrai que... faut qu'on se parle avec... avec Eric. Il y a un modèle, en fait, toi, tu as l'idée, il y a juste le modèle économique et comment faire interagir justement ta solution justement par rapport à cet univers-là. Et c'est vrai que là, pour le coup, Eric, ça aurait été bien que tu sois là à nous écouter. Je sais pas si tu manges ou tu bois un coup. J'ai une autre question. C'est plus un détail, mais il y a la partie apprentissage là, donc où on entraîne l'IA, on va dire. Et une fois que ça c'est fait, quand on déploie, le robot après, il marche dans le domaine d'apprentissage que vous avez fait précédemment, ou est-ce que en plus le fait qu'il opère, il peut enrichir son apprentissage initial? Oui, ça c'est une bonne question. En fait, on travaille aussi sur, on va dire, un autre module qui suit ce module-là, qui est effectivement un module de reinforcement learning, où en fait le robot, de toute façon, on n'aura jamais vu tous les use cases, tous les cas, les edge cases comme on dit. Donc il y aura potentiellement des moments où il va pas savoir faire, où il va faire mal la chose. Et donc en fait, nous on est en train de développer aussi le pipeline qui permet de dire au robot, ce cas particulier que t'as pas bien fait, voilà comment tu dois le faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle du reinforcement learning. Donc la brique de reinforcement learning vient en aval de la brique imitation learning, et effectivement, il y a une boucle rétroactive qui fait que le robot s'améliore. Ouais. Non, c'est vrai, c'est bien d'avoir cette possibilité. Hein. Heureusement, le rabot par les cahiers des charges et puis spécifications, on oubliera toujours des cas. Ouais. Je peux peut-être répondre en partie à la place d'Eric sur la partie robotique, c'est un peu mon métier aussi, donc que je connais bien. Moi, je vois plusieurs choses, enfin plusieurs freins qui peuvent bloquer un peu l'utilisation de l'IA, notamment dans l'industrie. Le premier que je vois de retour de certains utilisateurs qui s'y intéressent, c'est avant tout un problème normatif. C'est ce qu'il faut savoir que, par exemple, dans les démonstrations de robots qu'on voit, les normes sont pas les mêmes quand il s'agit de robotique de service. Par exemple, prendre des vêtements, on a la robotique de service et la robotique industrielle. Et le problème, c'est que quand on est en robotique industrielle, comment on fait pour valider le fait qu'une IA va pas faire n'importe quoi? Et ça, cet aspect de validation, comme c'est des boîtes noires, et comment on valide ce genre de code? Après, ensuite, sur l'aspect industriel, l'imitation learning, c'est, je pense, c'est très intéressant parce que c'est un peu l'objectif du no-code. Donc ça, c'est bien.
Par contre, ce que j'ai pas forcément vu moi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable de faire un peu l'IA sous contrainte, ou en disant que par exemple l'IA pour aller prendre une pièce d'un point A à un point B, bon bah ça, on n'a pas besoin de faire de code, c'est super cool. Par contre, bah il y a des fois où on a besoin d'avoir de la précision et alors soit on redonne de la main à un système classique, etc. Mais est-ce qu'on peut apprendre sous contrainte? Par exemple, il y a quelques années, on a travaillé sur tout ce qui était ponçage manuel. Bah, apprendre du ponçage avec de l'IA, c'est super pratique. Par contre, quand on a une nouvelle pièce, bah, il faut s'adapter à la géométrie réelle. Alors, il y a des moyens de pallier, mais j'ai pas encore vu forcément de choses de cet aspect-là. Ok, très bon point. Moi, je pense pas qu'effectivement, il y a pas mal de cas d'usage où l'IA toute seule ne sera pas suffisante. Il faudra effectivement soit faire avec autre chose, notamment des algos déterministes, ou faire un mix peut-être. On pourrait envisager, comme tu dis, d'avoir une IA qui fait le gros du travail et après, pour les cas un petit peu plus précis, plus compliqués, on a d'autres types d'algos. Après, moi, comme je disais, ce qui est intéressant en fait dans le limitation, pour nous, ce qu'on a compris de notre exploration jusqu'à présent, c'est que limitation learning est vachement intéressant quand on est face à un geste dont l'input n'est pas très précis, quoi. On n'a pas, où c'est pas un enjeu d'être au millimètre près. Donc typiquement, si vous regardez les papiers de recherche dont j'ai parlé, typiquement, ils montrent un robot comment étaler de la sauce tomate sur une pizza. Donc la pizza, elle a jamais la même forme au millimètre près. Là, il n'y a jamais autant de sauce tomate dans une louche. Enfin, d'une louche à une autre, il n'y a jamais exactement le même nombre de molécules de sauce tomate, on va dire. Donc voilà, et en fait, ils apprennent comme ça. Donc si on a des cas d'usage où l'input n'est pas extrêmement précis et où l'output n'a pas besoin d'être extrêmement précis, mais qu'en fait, la difficulté, c'est d'apprendre des gestes rapidement qui sont pas faciles à exécuter, qui sont pas faciles à agripper, notamment. La limitation learning est intéressant, quoi. Ok. Bon, bah écoute, Ziad. Merci Je te beaucoup. remercie énormément pour cette intervention. On sait que tu as un deuxième métier, t'es papa depuis peu, donc on va pas t'embêter plus longtemps. Donc pour les curieux, oui. Je remets juste, je mets juste l'email de contact ou le site en fait, voilà. Et vous pouvez nous contacter. Je le mets dans le chat. Ouais, puis de toute façon, nous, après, cette vidéo-là qu'on fait là ce soir va être rediffusée aussi sur YouTube. Donc ça, c'est le genre d'information qu'on peut remettre en commentaire sur la vidéo juste en dessous. Donc t'inquiète pas. Donc, super. Donc voilà, je te remercie. Je te Merci remercie énormément de ta à participation. Je te laisse dans ton deuxième métier de papa. Merci. Allez, bon courage à toi, je te remercie. Et puis, t'inquiète pas, on repartagera les liens justement de communication pour vraiment pour les curieux qui veulent approfondir le sujet sur ton univers. Et si on a des infos à t'apporter, des petites lumières justement à savoir où aller. Pour info, Eric est revenu. Ah, Eric est revenu. Écoute, on va continuer en off, t'inquiète pas. D'accord. Puis je reviendrai vers toi, Ziad. T'inquiète pas. Ça marche. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Salut Ziad, je te remercie. Merci. Bon apéro. Merci. Et bonne soirée à toi. Bye. Donc voilà, comme vous avez pu comprendre, cette vidéo là qu'on fait là aujourd'hui, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas venir sur le dernier bar, comme là ce soir, ou qui ne peuvent pas y assister en distanciel aussi, parce qu'on partage aussi cette intervention sur Zoom, ils peuvent parfaitement regarder en rediffusion l'apérobo de ce mois-ci, donc celui du mois de novembre, directement sur YouTube. Donc voilà, Eric. Oui. On avait une question pour toi tout à l'heure, mais tu n'étais pas derrière la caméra. Non, j'étais pas derrière la caméra. Donc en fait, comment dire pour te faire une synthèse, grosso modo, ils ont une solution si tu veux. Ils n'ont pas encore le modèle économique qui est encore d'équerre. Et là, en fait, de toute façon, on a fait une association d'idées par rapport à ce que tu fais toi. Et justement avec leur solution, toi comment tu pourrais projeter la chose justement par rapport à leur système d'IA et on intègre en plus un Kobo dessus derrière, un bras robotique. Comment tu verrais ça toi? Sur quel type d'utilisation d'application? Machine à cocktail. Voilà, c'est ça. Vous m'entendez? J'avais coupé le micro.
Voilà, Ah. en fait, j'ai un peu zappé, et je m'en excuse, l'audio, mais T'inquiète je pas. savais que c'est en rediffusion, donc voilà. Oui, t'inquiète pas. J'allais pas louper ça parce que j'étais avec l'université du Mont-Huy à Valenciennes. Donc voilà. Donc oui, nous on utilise des robots avec de la vision, des robots industriels avec de la vision, forcément. Et le positionnement se fait par décalage de registre. Donc on a une position physique déterminée au point et après la caméra nous permet de déterminer X, Y, Z la distance que le robot va faire son décalage. Donc il y a pas d'IA parce que c'est du calcul mathématique dans tous les cas. On commence à avoir de la vision qui permet de mesurer des pièces, etc. Au centième pour faire du contrôle qualité. Donc là, oui, on commence à avoir de l'auto-apprentissage de pièces, etc. J'ai pas trop travaillé sur ce domaine-là, mais bon, voilà. Si dans tous les cas, on a plein de domaines d'application quand on voit les robots industriels lors du salon robotique. On avait pu jouer au morpion ou au baby-foot avec. Ça, c'est les grands constructeurs qui développent ce type d'outils pédagogiques, mais je veux dire presque clé en main, c'est eux qui développent ça en fait. Voilà, nous on adapte, on fait les réglages. Donc, je pense, j'espère avoir répondu ou une réponse plus précise peut-être. Bah, en fait, si tu veux, ils ont une solution, si tu veux, Oui. qui peut être adaptée justement sur le matériel que tu utilises. Toi, avec ta vision, dans Oui. quelle industrie ou dans quel type d'application ça pourrait être utilisé? Ah bah tout simplement, c'est la prise des post-pièces, du dévraquage de containers, donc soit des pièces qui sont aléatoires ou quoi que ce soit. C'est prendre toutes les applications, c'est prise des postes sur un convoyeur en mouvement pour par exemple mettre des chocolats dans les barquettes. Donc là, on utilise des robots Delta qui sont hyper rapides avec une caméra vision qui permet de faire de la prise en mouvement en fait. Donc voilà. Donc ça, nous on utilise ça pour prendre les carters, par exemple, dans l'automobile où on fabrique les boîtes de vitesse, on prend les carters de convoyeurs, on les met dans les machines, on a du positionnement aussi parce que les palettes sont jamais au même endroit, donc on a une recalibration quand on vient amener la palette dans le box. La caméra permet de voir s'il y a un décalage ou quoi que ce soit et de compenser ces erreurs en X et en Y, de compenser cette erreur de prise au niveau de la maintenance. Bon, voilà un peu les domaines d'application qu'on a. Que s'il y a encore c'est d'autres pour positionner des bobines sur des armes primaires aussi. Donc on a le robot qui permet de voir le positionnement de ces bobines sur les armes primaires. Donc on a tous ces types d'applications. C'est très varié. Et à mon avis, on est qu'au début d'ailleurs aussi. Oui. Bah, Voilà. vu ce qu'on nous a montré ce soir, effectivement, aussi ça démontre en fait les possibilités, l'évolution qu'on peut avoir sur ce type de technologie qui peut être adapté à l'industrie en fait. Hein. Oui, tout à fait. Du dévraquage de bruc dans des containers. On est capable d'aller chercher le pignon au bon endroit en fonction de la hauteur en fait. Donc on mesure non pas seulement que le X, Y, mais aussi le Z. Voilà. Donc ouais. Bon bah écoute. Bon bah je te remercie en tout cas Eric de la petite précision de l'expert, si on peut dire. Il y a plus d'experts que moi, mais voilà, c'est. Ah bah déjà ce soir dans ce rayon de domaine d'activité là, au niveau du Kobo, etc., c'est toi l'expert ce soir. Ouais, on joue à ça à la maison. Voilà. Bon en tout cas, je remercie encore Zia une fois. Bon là, il est parti dans sa deuxième activité de papa. En tout cas, ouais, c'était une intervention qui était assez riche. Voilà, donc qui démontre encore une nouvelle fois en fait des domaines d'application qu'on peut utiliser sur les IA. Donc on a eu du verbal le mois dernier. Aujourd'hui, c'était vraiment sur la partie mécanique, motricité. Donc voilà, donc c'était assez intéressant ce soir. Donc vous pourrez regarder ça en rediffusion sur YouTube. Donc pareil, hein, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, likez, voilà, comme Fred, pardon. Bon, on coupera au montage ça. Ouais, on coupera, ouais, coupe, ouais. Il y a pas mal de trucs à couper. Hein.
Donc voilà, donc n'hésitez pas justement à mettre le petit pouce, hein. Le pouce, on le met où? On essaiera de caser le pouce, un montage pour caser le pouce. Ouais. Et Eric, alors du coup, le projet tracteur du mois de décembre? Oui, bah, c'est parti. Ça sera le samedi 23 décembre. Ah, c'est peut-être le dimanche. Décembre. Ah ouais, donc Ouais, juste, le avant 23 Noël, quoi, décembre. juste avant Noël. Juste avant Noël, donc c'est une cinquantaine de tracteurs, une vingtaine de véhicules anciens. Il y a des camions. Voilà, et on va défiler dans 2 villages, une parade de véhicules lumineuses, etc., avec une harmonie, vin de Noël, chocolat et vin chaud, pardon. Et puis brioche pour remercier tout ça, les gens qui seront venus dans ce froid voir ce spectacle. Bah, déjà, à partir de lundi, ça va être bien. Les tracteurs, il va y en avoir plein les routes de toute manière. Donc, ça va être bien Ouais, jusqu'à Noël, à mon Voilà. avis. Ça va être coton jusqu'à Noël, je pense. Hein. Ouais, tout à fait. C'est pas la même action, c'est pas pour le même public. Je m'en doute, mais Ah ouais, je pense pas, même de loin, même de loin. nous, dans nos campagnes, ça va bouger. Donc, Ouais, je pense tout que à fait. partout en France, ça va bouger. Mhm. Bon voilà, Yes. donc Bon, bah, en ils font tout ça cas, pour l'échauffement en début décembre. bah, merci beaucoup en tout cas pour l'intervention. Sinon, parlons de choses de bien. Donc là, on va arriver en fin d'année, donc on va vous préparer un petit apérobo pour le mois de décembre qui va être un peu spécial, même très très spécial, qui va être vraiment l'apérobo de fin d'année par excellence, si on peut dire. Fred, tu confirmes? On va essayer que ça soit un peu moins bruyant, parce que là c'est très bruyant, il y a pas mal de monde là, qui sont pas forcément pour l'apérobo, mais voilà, c'est un petit peu un mix. Donc là on est quand même dans le bruit là. Alors ce soir, ouais, il y a du monde, ouais, c'est un peu, c'est un peu bruyant. Donc bon, après, on a l'expert de l'audio. J'espère que tu vas pouvoir faire quelque chose. On est obligé de regarder le replay nous-mêmes, toi. Ah, c'est dingue ça. On est obligé de refaire tout nous-mêmes et re-regarder. En fait, on fait pas un apérobo généralement, c'est qu'on fait 2 voire 3 apérobos dans les jours qui suivent à faire les rediffusions. Surtout toi, Fred. Hein. Ouais, surtout moi. Ouais. Mais ouais, non, du coup, ouais, le mois prochain, ça devrait être sympa. On devrait avoir des cadeaux surprises, des goodies et plein de choses sympas pour ceux qui sont sur place et des e-goodies pour ceux qui sont à distance. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment un... Il y aura peut-être un jeu avec des codes promo et tout ça pour avoir des parce que je sais que Eric il aime bien, c'est pas les Raspberry, c'est les cartes que t'aimes bien, Eric. Microbit. Ah, les microbits, voilà. Donc on aura peut-être un bon plan sur les microbits le Cool. mois prochain. Sans teaser, voilà, ça va concrètement, ça va envoyer du lourd quoi pour le mois de décembre en fin d'année, si on peut dire ça. Donc non, ça va être vraiment le gros apérobo qui va représenter un peu Noël, plein de choses, plein de goodies, plein d'idées, plein de projets et qui va en déboucher derrière. Donc voilà, donc on vous en dit pas plus, on vous laissera un petit peu faire mijoter tout ça. Puis du coup, nous, on va continuer de notre côté pour ce soir. Et on va vous retrouver au prochain apérobo, donc le fameux apérobo à pas louper pour le mois de décembre. Donc à titre informatif, ceux qui veulent nous voir en présentiel, donc c'est au dernier bar avant la fin du monde dans le 1er arrondissement. Donc ça se passe tous les 2e mercredis de chaque mois. Et ceux qui peuvent pas venir, voilà, on a encore Zoom. Donc vous pouvez assister quand même encore à distance et nous poser plein de questions et tout ce qu'il en suit, il n'y a aucun problème. Et pour ceux qui ont loupé les deux, c'est pas grave, il y a quand même YouTube qui est là. Donc vous pourrez regarder les vidéos YouTube en rediffusion derrière. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt tout le monde. Salut tout le Bonne monde. soirée. Et là c'est clap de fin, donc là on peut dire n'importe quoi.